Ok, merci. Je vous remercie en tout cas et je remercie Astou, bien sûr, pour sa brillante présentation qui va nous aider quand même à économiser un certain nombre de diapos. Et puisqu'elle a largement présenté l'historique et tout ce qui a été fait au niveau de la ZDCAF, c'est très intéressant et instructif. Je remercie aussi Africa Logistique, Transport et tous les partenaires qui ont bien voulu faciliter, en tout cas, l'organisation de cet échange. Donc, moi, c'est M. Mbot Mamadou Biran. Je suis le CEO de SP Logistique International et actuellement aussi, je suis administrateur général au niveau de AGS, Aménagement, Gestion, Service. Donc, c'est nous qui gérons un peu l'accès des camions au niveau du port autonome de Dakar, avec une moyenne de 1800 camions par 24 heures qui doivent entrer au port et nous devons gérer le monitoring pour optimiser les flux. Et donc, sans pourtant tarder, ma présentation portera sur le diagnostic de la chaîne logistique dans la zone de libre-échange continentale africaine. Au niveau du plan de la présentation, donc j'aurai deux points principaux. À part l'introduction, nous allons procéder à une analyse de la chaîne logistique de la ZDCAF et faire quelques recommandations. Et pour conclure à la fin, donc dans cette analyse, ça nous permettra un peu de passer en revue un peu le système de transport au niveau des différents pays, que ce soit aérien, maritime, ferroviaire, routier, voir un peu l'aspect intermodalité, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quels sont nos défis. Il y en a beaucoup, mais nous allons essayer de résumer et essayer de faire aussi quelques recommandations qui certainement sont déjà prises en compte par la ZDCAF, à entendre déjà la présentation qui vient d'être faite. Donc, pour la ZDCAF, comme on l'a suivi tout à l'heure, nous avons déjà, c'est une zone, comme on a dit, de libre-échange continental, qui est un projet de zone de libre-échange, qui est en cours de création. Même si on regarde déjà l'Union européenne telle que c'est construit, ça n'a pas été facile, pas du tout. Ça nous sert d'expérience, nous, ici en Afrique. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on est allé un peu plus vite quand même que les autres. Néanmoins, nous ne devons pas ignorer les défis auxquels eux, ils ont été confrontés. Le défi de la monnaie, par exemple. Le défi de la monnaie. Le défi, si vous voulez, de l'harmonisation du niveau de développement économique, social des différents pays membres. Et nous devons aussi intégrer les différents marchés régionaux qui existent déjà. Donc ça, c'est un grand atout que nous disposons et qui pourra quand même faciliter quand même cette intégration régionale. Tout à l'heure, donc, j'ai suivi aussi votre présentation par rapport aux ratifications. Les dernières recherches que j'ai faites pour les statistiques de février 2021, ils ont dit qu'ils étaient à 36 États qui ont eu à ratifier sur 54 pays signataires. Donc, ça veut dire que quand même les choses avancent. Maintenant, espérons seulement qu'au-delà de l'aspect ratification, que ça se concrétise réellement sur le terrain. Parce que pour moi, c'est ça le grand défi, qu'il n'y ait pas quand même certains obstacles dans la mise en œuvre de ce processus. L'intégration donc économique de ces 55 États membres nécessite un support logistique qui est décisif. Déjà, nous avons un problème lié aux infrastructures de transport, à leur normalisation, que ce soit le routier, le ferroviaire, le maritime, portuaire, aéroportuaire, fluvial, qui est presque quasiment inexistant. Nous avons aussi des défis par rapport au développement des réseaux de communication, l'interconnectivité des zones économiques, la création d'entreprises de transport professionnels, la modernisation des entreprises de transport existantes, la fluidité des barrières douanières, les formations au métier de la logistique, etc. Donc tout ça, ça fait partie, ce sont des éléments
qui, à mon avis, nécessite quand même qu'on s'y penche pour espérer réussir dans ce grand projet. Donc, je vais plus insister sur les aspects logistiques. Il y a des points importants aussi à clarifier, parce que si on dit logistique, c'est quand même un ensemble d'éléments qui concourent à l'atteinte d'un objectif. Et le transport même, on peut l'intégrer là-dedans. Certains spécialistes même le définissent comme étant l'art de mettre à la disposition du client le bon produit au bon moment, au bon endroit, au moindre coût, mais avec la meilleure qualité. Donc, ce processus de logistique va intégrer donc la douane, va intégrer le transport avec les différents modes de transport. Et nous aurons aussi les différents maillons de la chaîne logistique qui vont entrer en jeu, c'est-à-dire l'approvisionnement, la production et la distribution, et même dans une certaine mesure la logistique inverse. Mais si on dit approvisionnement, on s'approvisionne par rapport à quoi? C'est l'acquisition de biens qui généralement sont des matières premières destinées à une transformation pour le volet production, pour en faire des produits finis ou semi-finis, et qui ensuite sont distribués. L'Afrique regorge de matières premières, ça je pense que c'est une chose partagée par tout le monde, mais la difficulté que nous aurons certainement, c'est au niveau de la production. Parce que l'industrie est quasiment inexistante. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que l'approvisionnement portera uniquement sur des produits manufacturés. Ou bien c'est des importations qui se feront, en tout cas, de l'étranger pour être consommées. Parce que le secteur industriel est relativement faible. Si on regarde aussi les flux au niveau de la chaîne logistique dans les pays membres, nous remarquons que nous avons aussi des défis par rapport aux flux d'informations, aux flux physiques et aux flux financiers. Donc, en termes d'information, c'est déjà le développement même des réseaux informatiques, l'accès à l'informatique, les paiements en ligne, tout ça, ça se fait par voie informatique. Et tout ce qui est télécommunication de façon générale est un support fondamental pour développer la logistique. Donc, la logistique, ce n'est pas seulement faire appel aux différents moyens de transport, mais il faut un support sur le plan information qui est quand même assez développé. Ça nous permet de gagner du temps et d'avoir une certaine fiabilité dans les actions qui seront menées. Pour les flux physiques, ça nous allons le développer tout à l'heure. Donc ici, nous verrons que le transport connaît quand même certains déficits, certaines lourdeurs même à la limite. Tout ce qui est manutention, tout ce qui est stockage, entreposage, la gestion des produits périssables, ce sont des défis auxquels nous ferons face. Et pour les flux financiers aussi, c'est pareil. Il nous faut aujourd'hui des sources de financement qui vont quand même soutenir déjà les États qui sont en retard et qui ont besoin de soutien, les entreprises qui ont des déficits sur le plan logistique qui ont besoin donc de financement, les ports à moderniser qui ont besoin de financement. Donc, si vous voyez bien, l'ensemble des flux logistiques nécessite qu'on s'y penche réellement pour permettre à cette zone de libre-échange de pouvoir fonctionner comme cela se doit. Maintenant, chaque chaîne logistique que nous aurons doit être intégrée à l'autre, c'est-à-dire aujourd'hui, si le Mali, par exemple, doit importer ses produits via le Sénégal, il faudrait que le système de transport au niveau du Sénégal soit opérationnel, efficace, à moindre coût, pour que la chaîne ne puisse pas avoir déjà des ruptures de charge ou bien des retards dans la livraison. Donc, ça, c'est important. Donc, le système de transport, il est fondamental dans cette opération. Donc, c'est un peu ce qu'on a schématisé ici. Les différents flux doivent intervenir depuis le fournisseur en passant par les industriels, l'entreposage, le transport, la distribution, jusqu'à la mise à disposition du produit chez les clients finaux. Et tous les flux doivent fonctionner convenablement, que ce soit des flux d'information physiques et financiers. C'est dans ce cadre harmonisé seulement quand même, et aller de l'avant. Nous allons donc parler très rapidement de l'aspect maritime, sans trop nous étaler là-dessus. Je pense qu'il y a une communication qui va porter sur ça. Pour la partie maritime, il faut noter qu'aujourd'hui, le transport maritime, quasiment, il occupe 90% des échanges
hein, au niveau international. Donc, faudrait-il que, au niveau du transport maritime, que nos ports soient aux normes. Donc, du point de vue dragage, du point de vue engin de manutention, pour qu'on ait une certaine célérité avec des portiques et autres, des espaces, des terre-pleins qui ne vont pas être utilisés juste pour des lieux de stockage, mais plutôt de transit de marchandises, une intermodalité entre mer et fer permettant, quand on décharge des marchandises, qu'on puisse les charger par voie ferroviaire et les acheminer très rapidement pour quand même éviter tout ce qui est congestion portuaire, comme c'est le cas du Sénégal. C'est vraiment déplorable. Je sais que nous ne sommes pas les seuls, parce qu'un port ne peut pas se développer sans la voie ferrée. Un port ne peut pas se développer sans la voie ferrée. Faudrait-il nécessairement qu'il y ait un transport ferroviaire qui est efficace et qui permet quand même de sortir toute cette marchandise. Regardons le cas du port autonome de Dakar. Si nous avons 1800 camions qui entrent au port tous les 24 heures, vous voyez un peu ce que ça fait, sans compter la limitation des accès. C'est ça qui crée donc une congestion monstre. Donc, beaucoup d'efforts sont consentis, mais les résultats attendus vraiment ne suivent pas. Donc, les autres ports, c'est pareil. On a vu quand même beaucoup de ports qui font quand même des efforts en termes d'amélioration, que ce soit Djibouti, que ce soit Dar es Salaam de la Tanzanie, hein, qui ont quand même eu à faire quand même beaucoup d'investissements pour renforcer leur activité d'importation et d'exportation. Et si vous voyez, selon la Banque mondiale, l'activité portuaire en Afrique continentale, estimée à 265 millions de tonnes, pourrait dépasser en 2040 les 2 milliards de tonnes. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que les ports, de façon générale, sont en train d'être modernisés et c'est à l'avantage quand même du commerce africain. Et la seule chose peut-être qu'il faut regretter là-dedans, c'est que nos ports sont gérés par des sociétés étrangères, ce qui fait que même s'il y a développement dans les échanges au niveau de l'Afrique, moi, la crainte que j'ai, c'est que le retour sur investissement ou bien les profits qui seront tirés de cette économie risque d'être extravertis. Donc, ça risque déjà de partir. Ça ne va pas rester en Afrique, ça c'est clair. Donc, c'est la perception que j'ai au niveau donc, du système de transport. Je donne juste un exemple. Les principaux opérateurs portuaires, c'est aujourd'hui APMT, les Danois, c'est ICTSI, les Philippins, c'est Dubai Port, c'est Bolloré. Et Bolloré qui aujourd'hui pratiquement occupe tous les ports d'Afrique, comme vous le voyez sur cette carte, et 46 pays africains occupés par Bolloré. Bon, c'est vrai, c'est normal, parce que aussi, n'ayant pas les moyens de le faire, on est obligé aujourd'hui de faire des contrats de partenariat avec des multinationales qui vont donc les exploiter. Donc, les ports sont exploités par des sociétés étrangères. Comment dirais-je, les compagnies maritimes sont quasiment à 99% dominées par des sociétés étrangères. Donc, finalement, même si on a une intégration, c'est une intégration quelque part, si vous voulez, empruntée, hein, bien prêtée à autrui. Donc, vous avez cette répartition au niveau donc, de ce map que je viens de présenter tout à l'heure. Si on passe maintenant à l'aérien, pour l'aérien aussi, c'est pareil. Nos compagnies aériennes, malheureusement, sont très, très faibles et on pèse très peu hein, au niveau de la balance du commerce international. Et déjà, l'Afrique ne représente que 2,4% du trafic de passagers mondial en 2020, hein, ce qui est relativement faible, alors qu'elle compte 15% de la population mondiale. Donc, cela veut dire qu'au niveau même transport aérien, nous sommes quand même très, très, très en retard. Et les marchés sont quasiment occupés par des compagnies aussi étrangères, que ce soit Emirates, Turkish Airlines, c'est eux qui occupent les marchés. Et toutes les compagnies africaines, aujourd'hui, travaillent quasiment à perte. Toutes les compagnies africaines, hein, je vous dis. Parce que la seule réussite, la vraie réussite qu'on avait faite, en tout cas dans le cadre du transport aérien, c'était avec l'époque d'Air Afrique, qui avait réussi cette intégration.
Donc, pour moi, c'est le moment déjà de repenser à cette intégration régionale qui va permettre de consolider les forces des différentes compagnies au lieu de travailler dans ce processus. Si vous regardez même le classement qui est fait par Skytrax, les compagnies qui sont en tête, ils disaient que c'était South Africa déjà qui est en faillite, malgré ses 47 appareils et 42 destinations. C'est Air Seychelles, c'est Air Mauritius, mais ils n'ont que 8 aéronefs, c'est relativement faible. Bon, Ethiopian Airlines aussi a fait des percées, ce qui est quand même admirable avec ses 117 aéronefs, et qui a même su, lors de la crise du Covid, qui a su transformer ces avions passagers pour en faire des avions cargo. Donc, ils se sont adaptés parce qu'avec le Covid, tout le monde a vu que le taux de remplissage des avions avait largement baissé. Mais eux, ils ont déjà 125 avions passagers, 44 cargo, mais lors du Covid, ils ont pris leurs avions passagers qu'ils ont transformés en avions cargo. Ça leur a permis donc de sortir de cette situation de crise pour faire face quand même en tout cas, à cette crise qui touche quand même le monde entier. Donc, c'est à saluer. Donc, globalement, si vous regardez donc la présentation de ces compagnies dites, si vous voulez, les 10 plus grandes compagnies africaines qui essayent de s'en sortir, ils sont vraiment dans les difficultés. C'est valable aussi pour notre compagnie nationale. Hein. Au niveau ferroviaire, tout à l'heure, je disais que on ne peut pas faire du transport maritime de masse sans le transport ferroviaire. On ne peut pas faire du transport aérien réellement développé sans le ferroviaire. Parce que le ferroviaire, aujourd'hui, permet de gagner du temps, parce qu'il n'y a pas de congestion. Le ferroviaire permet de faire un transport de masse. Le ferroviaire permet de baisser les coûts de transport. Donc, on ne peut pas développer aujourd'hui le secteur des transports, quel que soit le mode, sans pour autant nous adosser sur le transport ferroviaire. Et ce réseau ferroviaire, donc, dans les différents pays, il est quasiment inexistant et il date même de l'époque coloniale. C'est assez vétuste. Hein? Plus d'une quinzaine de pays ne disposent pas de voies ferrées déjà. Donc ça, déjà, c'est un problème. Donc cela veut dire qu'on a vraiment des défis à ce niveau. J'ai donné même quelques exemples de quelques pays, mais pour gérer le temps, on ne va pas revenir sur tous ces exemples-là. Le routier aussi, c'est pareil. Le parc automobile, il est quand même assez vétuste, mais le gros problème, c'est au niveau même des infrastructures routières. Parce qu'aujourd'hui, la densité qui est estimée sur le réseau routier africain, cette densité est la plus faible au monde. En 2013, on était à 7 km de route sur 100 km². 7 km de route sur 100 km². Alors qu'en Amérique latine, eux, ils sont à 12 km de route sur 100 km². En Asie, ils sont à 18 km de route. Donc, cela veut dire que nous avons quand même beaucoup à faire dans les réseaux routiers. Parce que si on parle d'échange entre les différents pays, ça suppose que la marchandise se déplace, soit par voie routière, par voie ferroviaire, pour quand même permettre l'accès à ces produits, le déplacement des personnes et des biens. En réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Finalement, puisque nos réseaux routiers et ferroviaires et aériens sont assez faibles, cela pousse, ceci a un impact négatif sur le coût du transport. L'Afrique centrale est la région où le taux de bitumage est la plus faible, avec 2,2% de kilomètres de route sur 100 km². Donc, ça, c'est des indicateurs qui montrent qu'aujourd'hui, si on regarde les choses en face, on voit très, très clairement que beaucoup de défis sont à relever. Bon, c'est vrai que le tableau que je suis en train de dessiner peut être un peu sombre, mais il faut retenir que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits par les différents pays. Regardez seulement à l'image du Sénégal, et ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est valable pratiquement quasiment au niveau de tous les pays africains. Beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour quand même élargir les réseaux routiers et permettre quand même à ces transporteurs de pouvoir les emprunter convenablement. Mais derrière, faudrait-il aussi qu'on respecte
l'entretien, l'état de ces routes. Je fais un peu un clin d'œil à la surcharge à l'essieu qui est un gros débat. Si vous voyez, je pense bien que c'est lundi passé encore que le Sénégal encore en tout cas, les autorités ont demandé à ce qu'on les respecte et qu'au niveau du Dubaï Port, donc tout camion qui passe doit se faire peser, qu'on évite des surcharges. S'il y a surcharge, le camion sort, il faudrait qu'il décharge. Vous voyez déjà, ça pose problème et ça crée déjà des crises et une congestion, même au niveau du port. Et ça, c'est récent, hein, ce que je dis là. C'est avant-hier seulement, c'est ce qu'on a vécu au niveau même du parking. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait des infrastructures, mais il faudrait que ces infrastructures soient bien entretenues pour espérer quand même en bénéficier largement. Sur cette carte, vous avez donc les réseaux routiers, surtout les corridors, parce que c'est le plus important, pour quand même faire un maillage au niveau des différents ports, au niveau des différentes villes, des grandes villes, et afin de permettre l'accès à ces produits-là. Donc, ce résumé que j'ai donné ici pour les flux d'informations physiques et financiers, c'est ce qui quand même synthétise un peu le tableau que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire sur le plan information. Déjà, il y a les barrières linguistiques, hein, c'est déjà un élément. Pratiquement toutes les langues, c'est des langues étrangères. Ce n'est pas mauvais, mais il y a beaucoup de langues et c'est à gérer déjà dans cette intégration avec les langues nationales, anglais, arabe, espagnol, français, portugais, qui sont parlées par les différents pays membres. Donc ça, déjà, c'est une contrainte. Et ces langues-là aussi ne sont utilisées que pratiquement par des gens qui sont alphabétisés et qui ne représentent même pas 5% de la population. Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, l'économie étant dominée par l'informel, ça veut dire que ce secteur informel ne parle même pas ces langues que je viens de présenter. Donc, chacun va parler sa langue locale, c'est du Wolof, c'est du Sérère, c'est du Diola, c'est du Sarapolais et autres. Donc, imaginez, dans ces conditions, comment gérer une intégration. C'est pas facile. Donc, ça aussi, ça fait partie des défis qu'on doit intégrer dans ce volet-là. Donc, pour les recommandations, on va y aller très vite. Il nous faut des infrastructures aux normes, que ce soit au niveau aérien, maritime, ferroviaire et routier. Il nous faut surtout une intermodalité. Permettre donc à la marchandise de quitter un mode de transport pour passer à un autre mode de transport, tout en gérant tout ce qui est rupture de charge. Par exemple, quitter le ferroviaire, passer par le maritime, chargé au niveau d'un navire qui va faire un port à un autre, décharger et charger au niveau d'un train, toujours, et continuer la distribution, par exemple, par voie routière jusqu'au point de consommation. On doit le faire pour l'ensemble des flux, hein, que ce soit pour l'aérien, que ce soit pour le ferroviaire, que pour le routier. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait une intégration des différents modes. Mais faudrait-il que ces infrastructures soient existantes, opérationnelles, sécurisées, hein, pour y arriver. Et aussi, une intégration suppose, sur le plan économique, ça suppose que les États, qu'il y ait, c'est-à-dire que nos besoins, nous, en tant que Sénégalais, puissent être satisfaits par la Gambie, par la Mauritanie, par le Maroc. Il faut donc qu'il y ait une demande, il faut que les produits existent et il faut aussi que ces produits puissent être transportés. Mais il faudrait-il aussi que le pouvoir d'achat suive. Parce que si on les transporte et on les produit à des coûts élevés, il est évident que le prix de vente sera aussi élevé, parce que le coût de revient sera élevé. Et s'il est élevé, on sera dominé, malheureusement, par des importations venant d'autres pays qui vont étouffer le projet. Ça, c'est clair. Parce que, pour me résumer, si je dois importer un produit venant du Mali et que ce produit risque de me revenir à 1000 francs CFA l'unité, à cause des coûts liés aux infrastructures de transport, les conditions douanières et autres, et que ce même produit, je peux l'avoir en Chine, mais il va me revenir à 700 francs, mais l'importateur, il n'hésite pas. Il va prendre la Chine. C'est clair. Donc, ça aussi, il faut qu'on développe un peu notre protectionnisme, si on peut l'appeler ainsi, faire un partenariat qui va privilégier les échanges interafricains. Donc, sur le plan financier, la recommandation, en tout cas la suggestion que je voulais faire, il faudrait donc que les États
que les institutions financières, que les privés investissent au niveau des infrastructures routières, ferroviaires, qu'ils investissent dans la modernisation des ports, dans la recherche et le développement, dans l'industrialisation, parce que s'il n'y a pas de produit fini, on ne peut pas espérer échanger, en tout cas faire du commerce entre nous, développer les sociétés de transport et logistique pour qu'ils puissent répondre aux normes. Il faut moderniser notre agriculture, notre élevage, notre pêche, qui est toujours traditionnelle. Il faut aussi former, parce que tout ça, c'est des hommes en réalité qui vont les piloter. Donc, ils doivent être formés, sensibilisés, bien éduqués et développer en eux un esprit, un sentiment de patriotisme, de panafricanisme. C'est important. Il faut que l'Africain soit fier déjà de consommer un produit fabriqué par un Africain. Je le dis comme ça de façon très brute, mais pour moi, c'est de cela qu'il s'agit. Qu'on ne soit pas complexé devant un produit fabriqué aux États-Unis. Qu'on soit fier d'acheter un produit venant de Burkina, venant du Maroc. Donc ça, c'est important et pour cela, il faut une grande communication. Donc, les réseaux doivent être développés ainsi. C'est le schéma que vous avez sur ce diapo aussi. Donc, en conclusion, les défis, il y en a énormément. Hein, l'amélioration de la qualité des infrastructures de transport en Afrique et la résolution du problème de déficience des réseaux de distribution et de transport, l'amélioration de la connectivité digitale et l'adoption de la population africaine de nouveaux modes de communication et l'utilisation de l'information, et ce pour une meilleure transformation économique et sociale à laquelle aspire le continent africain. La résolution des contraintes liées aux tarifs douaniers, d'accord, aux barrières non tarifaires, l'amélioration du climat des affaires et la lutte contre la corruption, hein, l'investissement dans les ressources humaines, le développement, les compétences et l'innovation. Il est aussi question de résoudre les problèmes politiques intra-africains, d'accord, et même les problèmes politiques au niveau national, hein, pour faire un clin d'œil à notre actualité. C'est important parce que s'il y a crise, les investisseurs, ils ont peur. Ils se disent... tout à l'heure, je disais à mes amis de Total qui sont passés me voir, j'ai dit, ces temps-ci, vous ne dormez pas. Ils ont dit, effectivement, ils ont des problèmes. Donc, s'il y a des crises, une instabilité politique, l'investisseur, il est menacé. Il ne veut pas mettre ses billes parce qu'il peut perdre en réalité. Donc, la stabilité politique, elle est fondamentale pour qu'il y ait un développement. Et enfin, il faut préserver et consolider les accords commerciaux régionaux existants déjà. D'accord? Ça, c'est un grand pas qu'on a eu à faire au niveau de l'Afrique. Et je pense qu'il faudrait maintenir cela. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et espère que cette modeste contribution permettra de développer la réflexion. Et encore une fois, nous félicitons Africa Logistique Transport et tous ses partenaires qui ont bien voulu organiser cette session d'échange. Merci.